bonjour à tous. On va commencer cette session autour d'un thème de la croissance des plateformes et des marketplaces. J'accueille Morgane Hilmy, CEO de Bibs, Idir Haït Siamer, CEO de Tractor, et Christophe Vattier, CEO de Royalties. Bonjour à nos intervenants. On est super fiers de vous avoir aujourd'hui pour parler de vos business et surtout de votre aventure aussi entrepreneuriale, parce que vous êtes tous les trois à la tête de startups qui ont déjà levé les fonds et qui sont sur une belle trajectoire et surtout qui innovent beaucoup dans chacune de vos verticales de plateforme ou de marketplace. Morgane va présenter son business, mais c'est une marketplace qui a un modèle très C2C. Idir a une marketplace B2B et Christophe est dans l'univers Web3, donc avec des problématiques hyper spécifiques. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec des entrepreneurs qui portent ce type de projet, parce que chez MangoPay, c'est un peu notre ADN. On a commencé avec des entrepreneurs qui ont lancé leur business en 2013. On pense notamment à Malte, qui était hier et qui a reçu un prix de future licorne avec d'autres entreprises françaises. Et on est super fiers d'avoir pu les accompagner depuis 2013. Et également une plateforme comme Vinted, que vous utilisez sûrement, avec qui on collabore depuis 2014, bien sûr, qui ont scalé énormément. Partout et surtout en Europe. Donc voilà, c'est vraiment dans notre ADN d'accompagner ce genre d'entreprise sur l'univers du paiement, parce que c'est notre spécialité. La mission de MangoPay, c'est de créer des solutions de paiement et des services pour favoriser la croissance des plateformes. C'est quelque chose qu'on fait très bien depuis 2013 et on est les spécialistes sur le secteur. Ce qui est intéressant de retenir, j'ai vu un chiffre il n'y a pas très longtemps, c'est que 70% des licornes sont considérées comme des plateformes. Donc clairement, c'est un segment qui, d'une part, grossit très vite parce que c'est plébiscité par les consommateurs. D'autre part, il y a des valorisations qui sont aussi importantes du fait de la scalabilité des modèles. Alors, on va en parler, mais on est sur un scope français, mais l'idée d'une plateforme, bien sûr, c'est d'aller rapidement à l'international, et c'est là aussi où MangoPay apporte sa valeur ajoutée et son accompagnement pour pouvoir scaler au plus vite. Je vais laisser chacun se présenter, nous faire un mini pitch de leur boîte, nous donner un peu de contexte sur l'histoire et dans quel moment ils sont par rapport à leur développement et à leur funding stage. Et puis un rapide mot sur le business model aussi qui est très important pour générer des revenus. Donc voilà, c'est ces 3 points par lesquels j'ai envie de commencer, vous interroger. On peut commencer peut-être par Morgane chez Bibs, par un rapide pitch. Carrément, bonjour à tous. Donc Morgane Hilmy, je suis un des 2 cofondateurs de Bibs. Et avant de vous parler de ce qu'on fait, je vais vous parler de pourquoi on le fait. Donc moi, il y a 3 ans, j'ai eu, ça arrive à beaucoup de gens, mon premier enfant. C'est le cas de mon associé aussi. Je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup de choses, très régulièrement. Ça me coûtait pas mal d'argent. Et puis, souvent, au bout de quelques semaines, quelques mois, elles ne me servaient plus à rien. Donc j'ai eu envie de résoudre ce problème pour moi, avant tout. Et puis pour, justement, les centaines de milliers de personnes qui ont des enfants chaque année en France. Et donc avec mon associé Arsène, on a créé Bibs. Bibs, c'est une plateforme qu'on a lancée en novembre 2020 et on permet justement aux parents d'acheter et de revendre 100% de ce dont ils ont besoin pour leurs enfants, exclusivement en seconde main. Notre enjeu, c'est justement d'appliquer la seconde main à tous les usages de consommation qu'on peut avoir quand on a un enfant, de sa naissance jusqu'à son adolescence, donc au moment où globalement il ne nous laisse plus choisir ce qu'on achète pour lui ou pour elle. Donc ça veut dire qu'évidemment, le plus évident en seconde main, on couvre les besoins en textile, mais on va très au-delà de ça. Des besoins en jeux et jouets évidemment, en électronique, en produits de consommation courante, en équipement de périculture, tout ce qui finalement va pouvoir répondre aux besoins ou aux envies d'un enfant. Donc on a une application mobile avant tout, qu'on a lancée en novembre 2020, il y a un peu plus d'1 an et demi. Aujourd'hui, Bibs, c'est plus de 800 000 utilisateurs, donc on espère
atteindre le million cette année. Je pense qu'on devrait y arriver. C'est plus d'1 million d'articles pour enfants de seconde main qui sont disponibles à la vente sur l'application. Et donc, si vous avez des enfants chez vous ou dans votre entourage, je vous encourage à aller y faire un tour. Rapidement sur ton business model et là où vous en êtes en termes de funding. Alors, sur notre business model, donc nous, on est une marketplace essentiellement entre particuliers, même si on a aussi de plus en plus de revendeurs professionnels de seconde main également qui sont sur la plateforme. C'est un écosystème qui est en train d'exploser parce qu'effectivement, on se rend compte à titre individuel, mais aussi à titre professionnel, qu'il y a un enjeu à aller étendre la durée de vie des produits et encore plus sur un segment qui est celui de l'enfance où les produits ne sont pas utilisés pendant très longtemps. Donc, classiquement, on a commencé par prendre une commission dès le premier jour, effectivement, qui sont des frais de fonctionnement qui nous permettent justement de faire fonctionner la plateforme. Et ensuite, au fur et à mesure que on a réussi à faire augmenter l'usage et à faire augmenter l'audience, on a pu développer en parallèle, commencer à développer en parallèle des business models additionnels, soit à travers des fonctionnalités qui sont disponibles pour nos utilisateurs, soit en commençant également à travailler en partenariat avec les marques de notre secteur, puisque en tant que plateforme de seconde main, on n'a pas vocation à s'opposer aux marques. Pour qu'il y ait de la seconde main, il faut qu'il y ait de la première main. En revanche, on a vocation à les amener à s'impliquer dans la circularité des produits, dans l'extension de la durée de vie des produits, et c'est plutôt notre approche. Et en termes de financement, on a réalisé notre levée de fonds d'amorçage l'année dernière avec 2 fonds d'investissement, donc une levée de fonds de 3 millions d'euros, avec 2 fonds d'investissement qui sont Isaïe, qui est un fonds de capital risque français qui a une très très grande expérience des marketplaces, et Citizen Capital, qui est un des tout premiers fonds d'investissement en impact en France. Super, donc du coup vous êtes en seed. On est effectivement en seed depuis 1 an. Super. Écoute, merci Morgane. Je vais passer la parole à Idir pour nous faire aussi une rapide présentation. Bonjour à tous. Je voulais remercier déjà MongoPay pour l'invitation et j'espère que parmi vous, il y a beaucoup d'entrepreneurs marketplace. Le but, c'est de venir partager un maximum de choses avec vous en espérant que ça puisse vous aider ou répondre à des questionnements que vous avez. Pour me présenter, donc moi c'est Idir, je suis un des fondateurs de Tractor, qui est une marketplace B2B de location d'engins de chantier. Donc notre métier finalement c'est quoi? C'est mettre en relation d'un côté des PME du BTP qui ont des besoins récurrents en matériel pour faire leurs travaux. L'idée c'est de leur offrir une solution qui leur permet de tout louer partout en France de manière simple, rapide, efficace et de disposer d'un outil qui leur permet de piloter 100% de leurs dépenses par chantier ou par projet. Et de l'autre, on a des loueurs professionnels à qui on va permettre de distribuer grâce au digital. On va venir sécuriser sur leur métier, notamment sur les assurances, les contrats ou les paiements avec MongoPay. Et enfin, on leur fait gagner beaucoup de temps grâce à la tech. Du coup, on a démarré notre activité en 2017 avec notre première location et grosso modo, on est passé par 3 phases. Une première phase où il fallait trouver son modèle, son marché, comprendre qui étaient nos clients, quelle était notre proposition de valeur. Une deuxième phase où il fallait affiner le modèle, donc nos process, l'orga d'équipe, nos canaux d'acquisition, notre orga, notre modèle économique aussi. Et là, on rentre dans une phase d'hypercroissance. Donc on a levé en début d'année 12 millions et on est en train de recruter beaucoup pour accélérer en France et en Europe par la suite. Du coup, les 12 millions, c'était une série A? Une série A, ouais. Ok, super. Et peut-être juste une précision sur le modèle économique, parce que comme on est en B2B, on a un business model qui est un peu particulier. On ne prend pas une commission sur chaque transaction. Nous, notre modèle, c'est finalement de négocier des prix avec notre supply par rapport à la valeur qu'on leur crée. Et de l'autre côté, avoir des prix de vente côté client. Et on se rémunère à la différence entre le prix qu'on vend et le prix qu'on achète. Et c'est hyper important dans un modèle de B2B parce qu'en B2B, il y a des contraintes en termes de gestion de flux, comptable, financier et de facturation qui fait que les clients veulent avoir un unique fournisseur et les fournisseurs veulent avoir un unique client. Et ça nous permet aussi d'avoir des prix qui sont dynamiques et de pouvoir jouer avec, les augmenter, les diminuer en fonction du volume, de l'offre, de la demande et de pas mal d'autres choses. Super, écoute, merci à toi Christophe de nous pitcher Royalties, qui n'est pas évident à pitcher, mais je te laisse le faire. Bonjour, donc moi c'est Christophe Vattier, je suis un des cofondateurs de Royalties. Avant de vous dire ce qu'on fait, je vais aussi vous dire pourquoi on le fait. En gros, on est parti d'un constat et surtout d'une frustration. Moi je croisais régulièrement plein de gens et je me disais, je ne sais pas ce qu'elle ou lui va faire, mais je suis sûr qu'elle va réussir.
Et en fait, j'étais frustré parce que je ne pouvais pas miser sur la personne. Et donc, je me suis dit, comment on va faire pour corriger ça? Ça, c'était le premier point, ce qui a lancé la boîte, enfin l'idée qui a lancé la boîte. Et la deuxième, j'avais une autre frustration, qui était qu'il y a plein de gens de talent, parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, parce qu'ils n'ont pas accès aux bonnes ressources, et ils ne peuvent pas exprimer leur talent. Donc il y a ce qu'on appelle plein de gens aujourd'hui, et il y a plein d'études là-dessus, qui montrent que 80% de la population, elle a accès à aucun financement. Donc vous pouvez être très doué en sport, en sciences, en showbiz, en ce que vous voulez. Vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que vous êtes, parce que la société est ainsi faite que vous ne pouvez pas le faire. Et qu'on ne vous donnera pas l'argent pour le faire. Donc on s'est dit, comment, on peut miser sur les gens, et comment, on peut miser sur des gens sur lesquels aujourd'hui, personne ne mise. Et c'est comme ça qu'est né Royalties. Donc l'idée, c'est de coter les talents de la même manière qu'on cote les entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une notion qui est très importante pour nous, c'est pas de la sub, vous ne faites pas des cadeaux aux gens, vous investissez sur eux, et quand eux réussissent, vous touchez plein d'argent comme eux. Et donc ça permet d'avoir un rapport beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus sain avec eux. Donc c'est ça Royalties à l'origine. Alors après, si je vous le pitchais autrement, je vous dirais, Royalties, c'est de la plateforme qui vous permet d'investir sur les gens, soit de manière holistique, ça s'appelle des ROI, ça ressemble, alors c'est pas des actions, mais ça ressemble au même comportement que des actions. Vous avez des dividendes, le cours fluctue en fonction de l'actualité des talents. Et puis, on fait aussi des collections de NFT qui vous permettent d'investir et d'acheter des moments particuliers, des savoir-faire particuliers. Je vous en donne un exemple. On a une collection qui s'appelle la table du chef. En fait, dans les grands restaurants sur la planète, les 2 et 3 étoiles Michelin, il y a quasiment toujours une table dans la cuisine, sauf que vous ne pouvez pas y aller. Parce que soit les seuls qui ont le droit d'y aller, c'est les copains du chef ou les very VIP. Sauf que c'est une expérience qui est dingue. C'est comme quand vous êtes backstage dans un concert. C'est pas la même chose que d'être dans la fosse. Être dans la cuisine, déjeuner ou dîner avec le chef et voir la brigade en action, c'est un truc de malade mental, vraiment. Et donc du coup, nous, on va coter des chefs de cuisine, des grands chefs. Le premier, c'est dans un mois. Et vous pouvez aussi, si vous achetez le NFT, aller réserver une table dans sa cuisine et manger avec lui. Et d'ailleurs, il vous crée des plats, enfin ça dépend de chaque chef, mais vous vivez une autre expérience. Et en fait, c'est ça Royalties. C'est un talent, on vous donne accès à son parcours ou à des choses très particulières de lui. Super, très clair. Écoute, on va passer du coup à la question numéro 2. C'est un point qui est assez essentiel dans on va dire, le kickstart et la croissance des marketplaces. C'est le concept qu'on appelle the cold start problem, qui est très bien défini par Andrew Chen, un partenaire de Andreessen Horowitz, qui a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet, c'est-à-dire comment on arrive à kickstarter une plateforme ou une marketplace, par quel bout on la prend, est-ce que c'est du coup la supply, la demande, comment on démarre et du coup comment on trouve sa grosse loupe pour faire en sorte que du coup la croissance après se scale. Donc c'est vraiment un sujet majeur qui est à la base de la croissance des marketplaces, et c'est vrai qu'on a 3 modèles hyper différents et je pense 3 réponses très très différentes. Donc on va recommencer par Morgane du coup qui est sur un business avec un modèle C2C de marketplace, mais je vais le laisser décrire un peu sa vision par rapport à ça et comment ils ont fait. Avec plaisir. Donc nous en C2C, donc consumer to consumer, donc de particulier à particulier en fait essentiellement sur notre plateforme. On s'est confronté au départ pour lancer la machine en fait à un problème qui est que justement des deux côtés de la place de marché, on a des particuliers. Donc des deux côtés de la place de marché, on doit acquérir des utilisateurs, on doit les garder et en plus de ça, à chaque fois qu'ils mettent un produit en vente, en général, ils ont une quantité en stock de 1. Donc ça veut dire que quand ils le vendent, derrière le produit n'existe plus. Et donc il faut en recréer pour les remplacer. Et donc ça, c'est une difficulté qui est assez importante, puisque bon, vous pouvez arriver sur le marché en disant j'ai une super application, elle permet d'acheter et revendre toutes sortes de choses en seconde main pour les enfants. Si vous n'avez pas d'utilisateurs et le bon équilibre entre les deux côtés de la place de marché, il va très vraisemblablement rien se passer du tout.
Donc ça, c'est effectivement ce qu'on a dû résoudre au début. Donc, comme je disais plus tôt, on a lancé la plateforme en novembre 2020. Et la technique qu'on a eue, alors c'est une technique parmi d'autres, c'est que justement, pour avoir du monde dès le premier jour, pendant les 9 mois qui ont précédé, on avait une version bêta de l'application, qui était une sorte d'application communautaire entre parents, où ils pouvaient parler entre eux, échanger entre eux, s'entraider, qui était techniquement moins complexe que le produit qu'on a aujourd'hui, mais qui permettait de commencer à avoir des utilisateurs qui arrivent sur la plateforme, qui se partagent la plateforme. Et en fait, quand on a lancé la plateforme, on avait 60 000 utilisateurs de l'application. Et donc ça nous a permis, dès le premier jour, d'avoir des produits à vendre et des gens qui sont là pour acheter les produits. Alors évidemment, ensuite on a beaucoup optimisé et gagné en audience, en utilisateurs, et donc l'équilibre offre et demande s'est encore plus renforcé, amélioré, mais en tout cas, il y a eu un vrai enjeu à lancer cet équilibre-là et finalement, dès le premier jour, à offrir une expérience qui permettait quand même à une transaction d'avoir lieu. Donc ça, c'était effectivement le premier point. La particularité quand même, et ce qu'on a découvert sur la route et qui nous a quand même un petit peu conforté et facilité la tâche, je dirais, c'est que, comme je disais plus tôt, il y a un enjeu à avoir des utilisateurs des deux côtés de la place de marché. Donc du côté des acheteurs et du côté des vendeurs. Et si on commence à avoir des stratégies d'acquisition, des stratégies marketing qui sont différenciées entre les acheteurs et les vendeurs, ça crée de la complexité, et puis globalement, ça peut aussi coûter plus cher. La chance qu'on a eue, c'est qu'on est sur une verticale qui est celle de l'enfance. Globalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une envie, c'est de se débarrasser des produits qu'ils ont sur les bras. Et donc en fait, trouver des vendeurs, c'est pas si compliqué. Et on s'est rendu compte qu'en allant chercher des acheteurs, on allait aussi chercher des vendeurs. Et c'est ça qui est assez contre-intuitif dans la façon dont on a résolu le cold start problème chez Bibs, au-delà de l'approche bêta pour avoir des users préinscrits, des utilisateurs préinscrits, c'est qu'en fait, souvent dans les marketplaces, on a tendance à considérer que c'est un jeu de ce qu'on appelle supply, de l'offre. Il faut avoir un maximum d'offres, donc il faut aller chercher de l'offre en priorité, et donc c'est vers l'offre qu'on va diriger sa stratégie d'acquisition. Chez Bibs, c'est un petit peu particulier. On a une très grande proportion de nos acheteurs qui deviennent vendeurs, et donc on va avant tout mettre en avant, justement pour aller justement recruter, acquérir des acheteurs, on va mettre en avant la diversité de l'offre, la qualité de la plateforme, etc. Et ils vont très vite se transformer en vendeurs. Ça nous a pas mal facilité la tâche, on a été content de découvrir ça. Et effectivement, c'est la particularité de notre modèle. Ouais, super, c'est super intéressant parce qu'effectivement, vous avez commencé par un aspect très communautaire qui n'était pas monétisé au début pour essayer d'avoir cette traction. Et ensuite, vous avez lancé le produit semi-définitif. Vous avez progressivement intégré du coup le paiement et la prise de commission dans l'application. Donc c'est effectivement un modèle parfait. Vous l'avez plutôt bien fait sur un secteur, certes, où il y avait beaucoup de choses à faire, mais il y avait quand même des gros acteurs déjà en place. Et donc effectivement, c'est super intéressant. Merci. Du coup, Christophe, par rapport à ça, ce sujet de call start problem et de grosse loupe, alors j'imagine que vous itérez toujours peut-être un petit peu, mais vous avez sûrement déjà appris pas mal de choses depuis le lancement. Donc voilà, sur un univers vraiment complètement différent de Morgane, on aimerait t'entendre dessus. Alors, on est parti on est parti de l'idée qu'il fallait de l'offre. Voilà, nous, on était 100% dans l'offre. En plus, en se disant, si on met... parce que nous, alors, on a surtout des sportifs, foot, rugby, tennis, sport automobile, enfin, il y en a plein d'autres qui arrivent. On a dans le monde de la musique des influenceurs, des e-gamers. Là, on va avoir des animateurs télé, des chefs d'entreprise, etc. Donc, on s'est dit, nous, il faut qu'on commence par des gens très connus, on les met sur la plateforme, et puis ils vont dire à leur communauté sur Insta, achetez-moi, et comme les gens sont fans, ils vont tout de suite acheter, et nous, dans 6 mois, on est riches, et voilà, la plateforme a gagné, et on se barre. Alors, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que quand vous faites quelque chose de très nouveau, les talents, quand ils ont commencé à communiquer, ils ont dit à leur communauté, achetez-moi. Sauf que les gens, ils ne savaient pas ce qu'ils achetaient, ils ne comprenaient pas ce qu'ils achetaient. Acheter un ROI, ça donne droit à quoi, c'est comment, etc. Donc on s'est très très vite rendu compte que certes, il fallait de l'offre, parce que si on n'avait rien à vendre, il n'allait rien se passer, mais que c'était totalement insuffisant et que les gens qu'on pensait être très puissants parce que très connus, en fait, ils sont puissants sur certains territoires et dès qu'on sort de ce territoire, c'est parfois beaucoup moins vrai.
Et on s'est aussi rendu compte que il y avait certains talents qui étaient peut-être très petits, mais qui engageaient énormément leur communauté, alors que des talents très gros engageaient personne. Donc on s'est ensuite reconcentré sur la deuxième partie, qui est l'acquisition d'utilisateurs. Alors nous, ça va passer par de l'évangélisation, de l'explication, voilà, qu'est-ce que c'est. Et puis ensuite, on a mis en place, je dirais, des choses très classiques, depuis des pubs, depuis des référals, depuis vraiment des outils marketing très, très habituels. Alors après, on les a optimisés, etc. Et en fait, maintenant, c'est un va-et-vient vraiment entre choisir le bon talent, celui qui va bien engager sa communauté, parce que ça aide quand même vraiment. Et puis, à côté de ça, mettre en place un certain nombre d'opérations pour alimenter. Et nous, ils ne sont pas dans des deux côtés. C'est-à-dire que, certes, on a des talents qui achètent d'autres talents, mais la plupart de nos users, ils ne sont pas encore prêts à être cotés. Donc, nous, c'est vraiment deux processus qui sont quand même très... c'est pareil. Et il a fallu travailler les deux, vraiment. Effectivement, donc du coup, c'est toujours beaucoup d'itérations au début sur les marketplaces. Des fois, on a des idées toutes faites, on va se dire ça va marcher comme ça. Et au final, on revoit ses plans, mais c'est ça justement qui permet d'affiner sa grosse loupe et derrière qui permet de scaler. Du côté de Tractor, du coup, vous êtes allé chercher le matériel en premier ou du coup les TPE, PME qui ont besoin de ce matériel? Pour nous, la difficulté d'une marketplace, c'est finalement d'avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Les clients viennent pour louer si derrière il y a des machines avec de la dispo et à proximité du chantier. Et les loueurs viennent que si ils ont un intérêt, c'est-à-dire de développer leur activité avec une bonne clientèle. Et cette difficulté-là, chez nous, elle est amplifiée par deux autres dimensions. La première, c'est la dimension locale. En fait, non seulement il faut trouver de la dispo et du matériel qui répond à mon besoin, mais en plus, il faut qu'il soit très proche de mon chantier. Et il y a une deuxième dimension importante, c'est la diversité du catalogue. Donc, nous, on a plus de 1000 références et un client d'un chantier à l'autre va avoir un besoin spécifique. Donc comment on répond finalement à cette espèce d'équilibre offre-demande à l'échelle locale et en étant chirurgical sur le besoin. Ce qu'on a fait pour répondre à cette problématique, c'est de dire on va focaliser nos efforts sur un secteur géographique réduit. On avait pris un terrain de jeu qui est l'Île-de-France, qui est gigantesque finalement. Et le deuxième élément, c'est de dire on va se concentrer sur le matériel qu'une PME loue le plus souvent, plutôt que de se disperser à vouloir faire rentrer toute typologie de matériel. C'est la démarche initiale qu'on a eue pour exécuter le modèle. Et ensuite, on a eu beaucoup de chance sur notre acquisition, parce que nous, on est des ingés très câblés sur le process, la connaissance du métier, du secteur, etc. Et finalement, un peu moins business. Et ce qu'on a fait un peu par hasard, c'est de dire on est en train de développer la plateforme, elle sera en ligne en septembre, et il nous faut des machines pour pouvoir aller chercher des clients. Donc on a essayé de démarcher des loueurs et les convaincre de nous rejoindre. Et c'était compliqué parce que finalement c'était une promesse qui était basée sur aucun élément concret. La plateforme n'existait pas, il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas d'infra, il n'y avait rien. Mais on avait réussi à convaincre 2, 3, 4 loueurs à venir chez nous. Et au moment où il nous restait 3-4 mois de dev sur la plateforme, on s'est dit qu'il faut qu'on anticipe l'acquisition de clients PME pour pouvoir faire travailler ces loueurs-là. Et du coup, l'idée qu'on a eue un peu farfelue, c'était de dire on va mettre des fausses annonces sur Internet en proposant des machines en location et on va constituer une base de données de clients potentiels qu'on allait démarcher le jour où la plateforme va être live. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant ces annonces-là, on a eu des demandes très concrètes et très immédiates, très rapidement. Donc on recevait une dizaine de demandes par semaine sur des clients qui avaient des besoins immédiats et qui étaient prêts à payer. Et avec mon associé, on s'est dit, tiens, c'est dommage. Finalement, un défi d'un entrepreneur, c'est de trouver ses premiers clients. Nous, ils sont là, ils ont un besoin concret immédiat et on n'est pas capable d'y répondre parce que la plateforme n'existe pas, parce qu'on n'a pas de parc machine. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est finalement de traiter tout à la main. C'est-à-dire que dès qu'on avait une demande client, on allait appeler des loueurs avec le téléphone et on leur disait, voilà, on a un client qui a un besoin pour la semaine prochaine, est-ce que vous êtes en mesure d'y répondre? On mettait en relation et on gérait la facture et le paiement à la main. Et ça, on avait découvert deux belles choses en tant qu'entrepreneur. La première, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un produit fini, abouti, pour adresser son marché. Il y a des gens qui disent, lorsqu'on lance un produit dont on est fier, c'est qu'on l'a lancé un peu trop tard. Et la deuxième chose qu'on a appris, c'est qu'il fallait aller le plus vite possible vers le client et son utilisateur pour comprendre ses besoins, comprendre son métier
Et ça nous a beaucoup appris à comprendre les besoins de nos clients, leurs problématiques terrain. Et on s'est aperçu qu'il y avait des choses qu'on avait développées qui n'étaient pas pertinentes. Et à contrario, il y avait des choses qui étaient importantes, essentielles, et qu'on n'avait pas prévues dans le modèle initial. Ouais, écoute, super intéressant. Effectivement, il y a un point, et c'est une stratégie qui est vraiment faisable, c'est d'arriver à aussi limiter le champ géographique pour essayer de créer une traction aussi au niveau local, versus se disperser trop rapidement sur un scope national ou même international. Et effectivement, c'est une des pratiques qu'on voit souvent, c'est d'arriver justement à avoir de la traction sur une zone géographique délimitée. Et puis après, il y a tout ce travail d'itération, je pense, qui est commun à tout le monde et à chaque marketplace et même plus largement à toutes les startups. Tu parlais, Idir, de la partie process. C'est vrai qu'une fois qu'on a un peu trouvé notre grosse loupe et qu'on arrive à avoir une certaine traction, il y a rapidement des sujets assez opérationnels de gestion de clients, de flux de paiement, d'organisation des équipes pour faire en sorte de délivrer le service promis. Et c'est vrai que c'est aussi une grosse partie dans les marketplaces, c'est d'arriver à opérer de manière fluide et puis après at scale quand on est présent dans plusieurs pays. Donc je ne sais pas si tu as quelques points pour vous qui ont été assez cruciaux et qui le sont toujours, j'imagine, à mettre en avant. Pour moi, avant de scale, il y a des choses auxquelles il faut répondre. Pour moi, la première chose, c'est comprendre qui est son client, à quel besoin on répond et comprendre finement sa proposition de valeur. Parce que si on ne fait pas ça, c'est derrière, on va scale, mais en fait, on va avoir plein de problématiques à gérer qu'on n'a pas pu anticiper. On va avoir des segments clients qui vont se comporter différemment et du coup, on ne sait pas trop sur quoi se concentrer ses efforts, etc. Il y a l'orga interne. Nous, Tractor, on fait un métier très opérationnel finalement. On est sur la vie d'un chantier avec des professionnels qui ont des besoins pour la semaine prochaine, mais dont la date de démarrage peut évoluer dans le temps. Des locations qui doivent se terminer dans 15 jours, mais finalement qui vont être prolongées. Des flux métiers comme le transport, la logistique, les pannes, les sinistres à gérer. Et du coup, il fallait beaucoup itérer sur l'orga de l'équipe, sur comment on s'organise en interne, comment on gère toute la chaîne de valeur, où est-ce qu'on s'arrête en termes de proposition de valeur, etc. Et l'autre point, plutôt retour d'expérience, c'est que nous, initialement, lorsqu'on a démarré Tractor, nos canaux d'acquisition, c'était beaucoup d'inbound. On était très bons sur tout ce qui est référencement naturel et payant. Et on s'est rendu compte que ces canaux nous ramenaient une clientèle d'artisans qui avaient des besoins très ponctuels et dont on pouvait difficilement maîtriser le risque en termes d'impayés, de casse ou de fraude. Et que parmi nos clients, on avait 10% de clients qui louaient de manière très récurrente 50, 100 000, 150 000 euros par an et qui étaient prévisibles. Donc on savait qu'ils savaient utiliser le matériel, ils étaient autonomes sur la plateforme et grosso modo payés en temps et en heure, etc. Et ça, on a mis beaucoup de temps à le comprendre. C'est qui est notre client cible et du coup, in fine, quel est le bon canal pour aller les chercher. Parce que maintenant qu'on l'a appris, c'est facile de prendre le recul, mais sur le moment, c'était un peu opaque pour nous. Et aujourd'hui, on comprend naturellement qu'un artisan qui n'a pas l'habitude de louer va aller chercher sur Internet et tomber sur Tractor. Par contre, une PME qui loue régulièrement a déjà un carnet d'adresses de fournisseurs et n'ira jamais sur Internet chercher un fournisseur. Donc il fallait d'autres canaux et adapter les canaux par rapport à cette typologie de clients. Après, on parlait de loop. Nous, on a un cercle vertueux, c'est qu'on est dans un secteur où les prix varient du simple au triple. C'est-à-dire qu'un client type major va payer une machine 100 € jour et un artisan peut la payer 300 € jour. Et la qualité de service, c'est pareil, c'est très hétérogène. Et du coup, finalement, plus on fait du volume à nos loueurs, plus on est en mesure d'avoir les bons prix et les bons engagements qualité, qui nous permet in fine de signer plus de clients et de les garder sur du long terme parce qu'on a un super niveau de service. Du coup, cette capacité à garder les clients et à les satisfaire nous permet de générer encore plus de volume et d'obtenir encore de meilleures conditions. Et du coup, ça crée un cercle vertueux qui permet à Tractor et à la boîte d'accélérer. Ouais, effectivement, super intéressant. Et du coup, j'ai vu que
Toi, Morgane, il y a ton Head of Operation qui est dans les parages. J'imagine qu'il y a pas mal de boulot en ce moment là-dessus. Donc, j'aimerais bien avoir quelques tips sur le sujet. En fait, sur la partie process et opération de façon générale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, quand on a lancé Bibs, on avait l'intention de, évidemment, comme je disais plus tôt, permettre à des acheteurs et à des vendeurs de se retrouver et de se rencontrer autour d'un besoin qui est celui de la seconde main pour enfants. Bon, quand on a dit ça, c'est très bien. La question derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce qu'on les laisse se débrouiller une fois qu'ils se sont rencontrés? Ou est-ce qu'on essaye quand même de créer un environnement qui à la fois va sécuriser la transaction, apporter de la réassurance, tout ça au service d'un élément qui est essentiel sur une activité et un marché comme le nôtre, qui est de créer de la récurrence. Si vous avez une expérience frictionnelle, où vous êtes un peu livré à vous-même, clairement, vous allez vous poser la question de revenir. Si la plateforme fait bien le travail pour vous, il y a plus de chances que vous reveniez. Donc ça, c'est quelque chose qui a été au centre de nos préoccupations dès le départ. Et donc très très vite, on a commencé dès le lancement de la plateforme. Très très vite, on a dû intégrer des éléments essentiels de la transaction entre particuliers qui du coup permettent d'apporter cette sécurité, cette réassurance et du coup cette satisfaction utilisateur qui va faire qu'ils vont revenir. Ces éléments, il y a toute la partie logistique qui est importante puisque entre particuliers, on peut faire de la remise en main propre quand on s'est rencontrés et qu'on est à 20 km de distance, mais quand on est l'un à Lille et l'autre à Marseille, on doit prendre en charge effectivement le bon acheminement des marchandises. Et pourquoi c'est important? Parce que, en fait, en faisant ça, on apporte de la liquidité. Ça veut dire qu'en tant qu'acheteur et en tant que vendeur, vous pouvez rencontrer des acheteurs et des vendeurs, non pas dans votre ville, mais dans la France entière, et aujourd'hui même dans 2 pays, puisqu'on est en France et en Belgique. Donc il y a l'aspect logistique, transport, il y a le paiement. Donc effectivement, on a vocation en tant que tiers de confiance à intégrer 100% de l'expérience de paiement, ce qui nous a amené du coup à intégrer MangoPay. Il y a toute la partie service client. Comment on fait quand on est dans une expérience de transaction entre particuliers, mais qu'on fait un achat qui finalement est assez important? Quand on achète une poussette pour son enfant, c'est un achat important à la fois financièrement, mais aussi un achat qu'on n'a pas très envie de rater, concrètement. Comment on fait pour apporter de la réassurance aussi par l'humain, par le support client, en faisant en sorte qu'à la fois l'expérience elle soit infiniment supérieure à ce qu'on peut trouver ailleurs, mais aussi en faisant en sorte que économiquement ça fonctionne pour la plateforme. Donc effectivement, toutes ces questions de process, d'opération, elles ont été clés, elles ont été au centre de ce sur quoi on s'est focalisé dès le départ. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'itérer toujours plus dans le produit et dans l'expérience sur ce qu'on est capable de proposer à nos utilisateurs. Un exemple récent, qui est un exemple un peu à la mode en ce moment, en fait, une particularité de notre segment, la seconde main pour enfants, c'est que très souvent, dans la vie d'un enfant, il va y avoir des moments où on va devoir faire des achats un petit peu charnières, Donc des achats qui coûtent très cher et qu'on n'a pas envie de rater. Je citais la poussette, c'est le premier exemple dans le cycle de vie de l'enfant. C'est des achats qui pèsent sur les finances des familles, sur lesquels il y a un niveau de risque qui peut être plus élevé que si on achète effectivement un jouet à quelques euros. Et donc on avait des retours utilisateurs qui étaient, moi en fait, cette poussette yo-yo par exemple, qui est le best-seller, j'ai vraiment très très envie de me l'acheter. Mais même en occasion, si je l'achète reconditionnée à un de vos vendeurs professionnels, par exemple, elle me coûte quand même 300 €. C'est un peu cher. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de payer en plusieurs fois? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune plateforme de seconde main grand public. Il y en a une qui est Vestiaire Collective, qui est une très très belle plateforme, mais qui ne vend pas encore de poussettes. Il n'y a aucune plateforme de seconde main grand public qui permet à ses utilisateurs de tout simplement payer en plusieurs fois du côté de l'acheteur et être payé en une seule fois du côté du vendeur. Et donc c'est quelque chose qu'on a intégré il y a quelques semaines, ça marche très très bien, et on l'a intégré aussi parce que MangoPay nous permettait d'avoir de la flexibilité pour l'intégrer et prendre de l'avance sur ce genre d'aspect de l'expérience. Ouais, super intéressant, effectivement, toute la partie logistique chez vous aussi, elle est hyper importante. C'est vrai que par exemple, il y a une grosse différence entre du coup un jouet ou un vêtement qui prend une petite enveloppe et puis aussi la logistique et les opérations avec des choses plus volumineuses comme les poussettes. Donc, exactement, en fait, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on construit vraiment un équilibre entre une offre vendue par des particuliers et une offre vendue par des professionnels. C'est qu'il y a certains articles sur lesquels il y a des professionnels qui font un travail qui est vraiment vraiment excellent et qui est en train de se développer. Il y a des vrais savoir-faire qui sont en train de se développer sur le reconditionnement. Aujourd'hui, on a des revendeurs professionnels de poussettes reconditionnées, de puériculture reconditionnée, de jouets reconditionnés, de jeux de société reconditionnés. Leur particularité, c'est qu'au-delà du savoir-faire, ils savent aussi gérer la logistique sur parfois des articles qui sont effectivement un petit peu plus encombrants. Ouais, exactement.
Alors du côté royalties, il n'y a pas vraiment de logistique, mais j'imagine que vous avez quand même quelques sujets opérationnels sur le fonctionnement de la plateforme. Alors comme nous, effectivement, on ne vend pas de produits physiques, on n'a pas de problème logistique et on est super content de ça. Alors nous, on en a d'autres qui nous sont spécifiques. Alors, parce que quand je réfléchissais à la question, je me suis dit comment je vais faire pour pas tenir 2 heures. Donc il faut choisir. Et en fait, je vais prendre 2 sujets qui nous sont très spécifiques. La première, c'est que nous, on a plein de users qui viennent miser sur les gens qu'ils aiment bien, les joueurs de foot qu'ils aiment bien, les joueurs de rugby, enfin les chanteurs, etc., qui n'ont jamais été soit acheter de la crypto, soit en bourse, soit faire du pari sportif. Donc du coup, pour eux, c'est pas trivial. Donc notre premier sujet, ça a été faire un site d'achat qui soit accessible, simple et ludique pour des gens qui ne sont pas dans ces univers-là. Donc ça a été déjà un premier énorme boulot. Et donc je pense que là-dessus, on a plutôt bien fait les choses. Et le paradoxe, c'est que maintenant, on est en train de le re-sophistiquer parce qu'on a des acheteurs qui sont beaucoup plus savis en finance et qui, du coup, nous redemandent des choses plus sophistiquées. Donc ça a été un premier... C'est quelque chose qui soit clair. Parce que quand vous vendez de l'innovation, ce qui pour vous est évident, parce que ça fait des mois ou des années que vous bossez dessus, ne l'est pas pour quelqu'un qui a 20 secondes pour comprendre ce que vous faites. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet qui nous est un peu spécifique par rapport à la plupart des plateformes, c'est que nous, la transaction, c'est pas la fin du jeu, c'est le début du jeu. J'achète des ROI d'un talent, je vais pouvoir les revendre, je vais pouvoir en racheter. En fait, il va y avoir un système de va-et-vient, donc il y a tout ce qu'on appelle un marché secondaire. C'est-à-dire que c'est super, j'achète du Kipembe, j'adore ce joueur, je vais acheter du Kipembe, je vois le cours monter, je dis, putain, je vais pouvoir le revendre, et il n'y a personne pour m'acheter, parce que c'est pas liquide. Bon, votre truc, il marche pas longtemps, hein, ça tient pas très très longtemps. Or, dans tous les sujets de même nature que les nôtres, la liquidité de marché, c'est le point le plus compliqué. Parce qu'on trouve toujours des acheteurs à l'initial, on n'en trouve pas toujours pour revendre derrière. Et si vous êtes coincé avec vos ROI ou votre NFT, ça ne va pas durer très longtemps. Donc ça a été un énorme sujet, et c'est toujours un énorme sujet pour nous, d'être capable de permettre aux acheteurs de pouvoir revendre facilement ce qu'ils ont et de bénéficier des succès, parce qu'aujourd'hui la plateforme est plutôt... le cours monte beaucoup pour beaucoup de talents, donc c'est comment ils peuvent en bénéficier. Donc ça, c'est 2 éléments un peu spécifiques sur lesquels on passe énormément de temps en ce moment. Ouais, écoute, un grand merci, effectivement, super clair, et c'est des enjeux complètement différents des 2 autres acteurs. Et du coup, ça nous emmène sur le sujet du paiement. Bien sûr, on est les spécialistes du paiement sur la partie plateforme, des plateformes qui ont des spécificités vraiment très précises par rapport aux acteurs du e-commerce classique. Vous l'aurez compris par rapport à l'explication des workflows entre acheteurs et vendeurs. Et c'est vrai que la brique paiement a un rôle hyper important sur les opérations, sur la manière dont on va prendre notre commission par rapport à notre business model, et aussi sur la manière dont on va pouvoir faire grandir la plateforme, que ce soit sur un univers géographique précis, mais aussi sur un univers géographique beaucoup plus large. Et un des challenges, bien sûr, au-delà du challenge réglementaire pour les marketplaces, c'est de pouvoir faire du commerce, on va dire cross-border, donc au-delà des frontières, parce qu'à terme, potentiellement une marketplace, on peut avoir des acheteurs et des vendeurs dans plein de pays différents. Et donc c'est aussi l'objectif, et c'est aussi une force de ce modèle-là, c'est de pouvoir potentiellement scaler beaucoup plus facilement, parce qu'il n'y a pas de stock à gérer, et on peut avoir des vendeurs et des acheteurs dans différentes géolocalisations, mais du coup, ça pose pas mal de problèmes d'un point de vue paiement. Et nous, chez MangoPay, on est les spécialistes de cette brique-là, et on fait en sorte de pouvoir accompagner nos clients dans leur projet de croissance. Et là, ce qui est intéressant sur ce panel, c'est que c'est 3 acteurs avec des business models et des verticales très différentes. Par rapport à nous, ce qu'on fait, justement, on peut arriver à adapter notre technologie par rapport à différents business models et à des plateformes hyper différentes. Donc, j'aimerais bien vous entendre sur cette partie paiement pour les plateformes, que ce soit d'un point de vue
on va dire bien sûr réglementaire, mais aussi d'un point de vue transactionnel et ce qui a été important pour vous. On peut peut-être commencer par Morgane sur cette problématique de plateforme C2C. Ouais, alors, comme je disais un petit peu plus tôt, nous, tout l'enjeu, c'est de rassurer, de sécuriser, de maîtriser aussi. Et quand on se parle de flux de paiement, la maîtrise est un élément assez important, effectivement. En gros, nous, ce qu'on a assez vite compris sur notre marché, c'est que le paiement, quand on achète en C2C, de seconde main, ça peut être perçu comme une friction, pour la raison simple qui est que en général, quand on achète de seconde main, c'est qu'il est très probable qu'on ait une sensibilité au prix. Donc on s'oriente vers la seconde main pour payer moins cher. Et donc pourquoi payer, c'est une friction? Parce qu'il faut payer, tout simplement. Donc il faut sortir des euros pour des achats qui sont parfois un petit peu importants. Et donc nous, tout l'enjeu, ça a été de se poser la question de comment on peut libérer de la friction sur le paiement. Et pour libérer de la friction sur le paiement, il y a un premier point qui est que côté acheteur, il faut offrir un maximum d'options différentes qui permettent de payer, et côté vendeur, faut permettre de récupérer facilement et rapidement le fruit de ses ventes. Et donc en fait, nous, c'est pour ça que assez rapidement, on s'est tourné vers MangoPay, parce que MangoPay, c'est une solution qui, en C2C, nous a permis de faire très concrètement bien ce travail, côté acheteur et côté vendeur. Donc côté acheteur, ça nous a permis effectivement de proposer un éventail de solutions de paiement qui est large et qui est de plus en plus large, donc sur lequel il est facile d'itérer et de rajouter des briques. Donc évidemment le paiement par carte, bon ça c'est trivial, mais le fait d'avoir un porte-monnaie intégré à l'application qui permet de facilement payer avec le fruit de ses ventes, le fait d'avoir le paiement fractionné, le fait de pouvoir payer via du Google Pay, Apple Pay, PayPal, tout ça est permis et tout ça permet effectivement de proposer un maximum d'options qui vont libérer de la friction et donner donc de l'optionnalité à nos acheteurs. Et côté vendeur, c'est pareil, donner de l'optionnalité entre effectivement récupérer très rapidement, une fois la vente conclue, l'argent de ses ventes et pouvoir choisir entre le redépenser sur la plateforme ou se faire un virement rapidement vers son compte bancaire parce qu'on a besoin de l'argent. Et tout ça, en fait, ça doit être sécurisé parce que ces flux-là, ils n'arrivent pas au même moment. Quand l'acheteur paye, le vendeur ne doit pas recevoir l'argent tout de suite parce que sinon, malheureusement, il y a un risque qu'il ne se passe rien derrière en termes de transaction et qu'il n'envoie pas le produit et que ça se passe mal. Donc nous, notre rôle en tant que tiers de confiance, c'est aussi de retenir effectivement le paiement, donc faire de l'escrow payment entre l'acheteur et le vendeur, et être capable de retenir effectivement les paiements et de les libérer au moment où on juge que le paiement doit être libéré vers le vendeur, donc c'est le moment où tout le monde est content. Donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir 99% de nos transactions qui se passent bien, et effectivement ça nous permet de délivrer sur cette promesse de tiers de confiance et de sécurisation des transactions. Effectivement, très bien résumé, et du coup, je ne sais pas si tu peux parler peut-être rapidement de l'intégration. Nous, on a pensé cette solution comme étant hyper flexible et pensée pour des développeurs sous forme d'API. Donc c'est vrai que pour des startups et des boîtes qui ont envie d'avoir un go-to-market assez rapide, c'est assez clé du coup de pouvoir implémenter une solution facilement. Et donc je sais pas, vous avez mis combien de temps vous pour l'implémenter, solution MangoPay? Alors, il faut savoir que nous, MangoPay, on l'a implémenté dans le cadre d'une migration. Donc à la base, au tout début, sur les premiers mois, on a commencé avec une autre solution de paiement et MangoPay répondait beaucoup mieux à notre besoin. On a fait une migration qui, en tout et pour tout, en termes de travail, nous a pris environ, je dirais, 4-5 semaines. Ça a été un travail assez important pour l'équipe de développement. Pour le coup, c'était 4-5 semaines où il y avait pas mal de boulot. En revanche, ça a été beaucoup de temps gagné ensuite. Parce que suite à ces 4-5 semaines, on a pu donc redéployer la plateforme avec cette fois-ci MangoPay. Globalement, à quelques ajustements près, on était bon. Et derrière, ça nous a permis, c'est ce que je disais, de assez facilement et rapidement itérer en rajoutant des briques sur le paiement, en rajoutant aussi des briques sur l'expérience transactionnelle. Aujourd'hui, on propose un parrainage comme il fonctionnerait sur un Uber ou sur un Uber Eats, qui permet d'avoir à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur une réduction ou des crédits. Et ça, en fait, ça fonctionne aussi grâce à MangoPay. Et toutes ces briques-là, aujourd'hui, quand on les développe, elles nous prennent en moyenne 2 semaines de développement. Et effectivement, elles nous permettent d'avoir une vélocité en fait, qui est assez importante dans notre capacité à shipper des nouvelles fonctionnalités. Donc c'était un investissement au début qui a été quand même un investissement conséquent, puisqu'on était vraiment complètement focalisé là-dessus, mais qui n'a pas non plus duré des mois, je dirais. Et en revanche, ça nous a apporté une flexibilité par la suite qui nous permet de gagner énormément de temps sur tous les développements qui sont liés
de près ou de loin au paiement. Super, écoute, merci pour ton retour là-dessus. Sur du coup Royalties, qui a des problématiques bien spécifiques, il y a une problématique liée bien sûr au paiement, parce que c'est un exchange, et puis une problématique aussi forcément un peu légale liée à l'innovation apportée. Donc qu'est-ce que tu auras à retenir sur cette partie brique de paiement? Alors le paiement, c'est chiant. Quand on développe une marketplace, c'est le dernier sujet qu'on a envie de traiter. C'est pas rigolo, c'est que des emmerdes. C'est un sujet qu'on aborde en général en dernier, c'est-à-dire que quand la marketplace est prête et qu'on se dit bon ça y est, on a tout sécurisé, bah tiens, il va falloir quand même que les gens payent et qu'on sauve de l'argent. Et là, on se rend compte que c'est pas du tout trivial. Parce qu'on se dit, bizarrement, je pensais, c'est simple, hein, il doit y avoir des centaines de systèmes de paiement, on met une API, on se plug et puis voilà, on n'en parle plus. Et là, on rentre dans un nouveau monde. Nous, notre première problématique, c'était tout ce qui était la régulation, la compliance. Parce que, pareil, quand on fait des choses nouvelles, c'est pas des objets physiques habituels. Donc, du coup, on commence à avoir un certain nombre d'acteurs et tout le monde nous dit non. On ne veut pas vous faire de paiement. Parce qu'on ne sait pas trop ce que vous faites, on ne comprend pas ce que vous faites. On ne sait pas si c'est du gaming, on ne sait pas si c'est des produits financiers, on ne sait pas si c'est... Donc du coup, on refuse de vous mettre en place la brique de paiement. Ça, c'était 100% du marché au départ. C'est-à-dire qu'on a commencé... Alors, comme en plus on ne connaissait pas, on est arrivé un peu neuneux. Donc voilà ce qu'on va faire, etc. Et, comme on rentrait dans aucune case, personne ne voulait travailler avec nous. Je dois dire, et là franchement un grand merci à MangoPay, c'est une capacité à rentrer dans ce qu'on faisait, à comprendre ce qu'on faisait et à dire, ok, vous n'êtes pas un carré normal, vous êtes un triangle ou un rond, mais bon, vous n'êtes pas un triangle ou un rond qui fait n'importe quoi, donc on peut vous mettre quand même dans un carré, on va un peu vous déformer, mais on va vous mettre dans un carré, donc on va pouvoir travailler avec vous. Dans nos sujets, c'est le point le plus important. Il n'y a pas une semaine où j'ai des boîtes dans notre secteur qui m'appellent et qui disent « T'as fait comment ?» Parce que personne ne veut bosser avec nous. Et c'est peut-être des boîtes très sérieuses et très solides, hein, mais personne ne veut bosser avec nous. Donc le fait d'avoir un partenaire qui est capable de rentrer un peu dans le détail de votre business et de voir que ce que vous faites est sérieux et qu'ils peuvent bosser avec vous, c'est essentiel dans l'univers dans lequel on est. Si vous êtes dans le Web 3 ou dans des trucs un peu très innovants, c'est fondamental. Donc ça a été notre premier pain point. Et merci, parce que alors maintenant, tout le monde est prêt à bosser avec nous. Mais quand on a commencé, pas tout le monde. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Après, nous, on a une deuxième problématique qui est l'internationalisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de marché domestique. C'est-à-dire que quand je vous mets un joueur du Real de Madrid qui est brésilien, c'est pas forcément à Paris que j'ai le plus d'acheteurs. Je peux en avoir au Brésil, on peut en avoir en Espagne, etc. Donc très très vite, une de nos problématiques, ça a été de dire il faut être capable de gérer du multi-pays. Et c'est très compliqué, parce que quasiment chaque pays a un système de paiement qui est différent, une régulation qui est différente, et donc être capable d'accepter les cartes de crédit, les différents modes de paiement locaux. Voilà, donc ça c'est là aussi c'est une dimension qui est clé pour nous et sur laquelle MangoPay nous aide beaucoup, parce que ça a l'air tout bête, mais il y a des pays où il n'y a que 20% des gens qui peuvent payer, parce que le mode de paiement principal du pays c'est un truc local. Si votre prestataire il ne sait pas l'utiliser, vous perdez 80% de vos acheteurs potentiels. Donc ça aussi, c'est une dimension qui est très 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 importante. Dès que vous quittez la sphère franco-française, c'est être capable de gérer l'international. Voilà. Les deux points principaux. Ouais, écoute, super intéressant. Mais la problématique légale et compliance, c'est quelque chose qu'on fait pour l'ensemble de nos clients. Et c'est vrai que pour les modèles plateformes, quels qu'ils soient, hein, c'est un sujet assez central de pouvoir opérer en toute légalité. Et nous, on apporte une forte expertise aussi à ce niveau-là avec nos équipes Legal and Compliance qui font vraiment un super travail et qui vont regarder chaque business model et comprendre vraiment en profondeur pour voir comment on peut le faire d'un point de vue légal et réglementaire. Et c'est un sujet
peu importe que ce soit une start-up ou on travaille avec des clients, des grands groupes retail ou des gros e-commerçants, il y a toujours une problématique compliance et légale qu'on adresse et qui fait partie de l'offre de MangoPay. Pour finir là-dessus, IDIR sur le paiement B2B, alors là on rentre dans un autre univers. Il y a vraiment des spécificités qui sont propres. Donc, écoute, je te laisse nous donner quelques points intéressants par rapport à ce sujet. Déjà, juste pour mettre un peu de contexte, nous, on est dans une industrie où le paiement est un vrai pain. Donc, nos loueurs, donc côté supply, aujourd'hui, le paiement, c'est beaucoup de temps passé à courir derrière les clients pour se faire payer. C'est des délais de paiement qui vont au-delà des 60 jours, qui est le délai maximum en B2B. Donc on parle de 90 voire 120 jours. Et les loueurs, ils ont à peu près 3% de leur CA en impayé tous les ans, ce qui est juste énorme. Il y a même des loueurs qui vont jusqu'à 5%. Et du coup, le fait de dire on va sécuriser, fiabiliser le paiement et on va vous payer en temps et en heure, ça a été une brique essentielle de notre proposition de valeur côté loueur. Et on l'a fait dès Day One. Ensuite, la particularité de notre métier sur le paiement, c'est qu'on a à la fois des flux de location qui fait qu'entre la transaction initiale et la transaction finale, il va y avoir des décalages. Je peux prolonger ma location, je peux avoir une panne. À la fin de la location, je peux refacturer du gasoil, je peux refacturer de la casse, etc. Du coup, il y a ces décalages-là à gérer. Et ensuite, en B2B, contrairement au B2C, on ne paye pas en CB tout de suite. La norme, c'est plutôt de payer en 30 jours fin de mois, 45 jours fin de mois, par prélèvement ou par virement. Et du coup, le challenge numéro 1, c'est comment on fait pour encaisser selon les process des boîtes. Donc faire du paiement à 30 jours fin de mois, faire du virement, du prélèvement, etc., tout en scalant la boîte. Et du coup, lorsqu'on fait du paiement à 30 jours fin de mois, l'autre challenge, c'est comment on maîtrise notre risque d'impayé. Et du coup, comment on est capable de détecter en temps réel, au moment de la transaction, est-ce que le client va être solvable ou pas, toute la partie scoring et identification de risque. Et le challenge en aval, c'est de dire, une fois que j'ai accordé des facilités de paiement, comment je fais pour limiter au maximum mon risque en créant un écosystème qui me permet de maîtriser ce risque-là. Effectivement, super différent des autres acteurs. Et ce qu'on voit, nous, par rapport à cette brique paiement chez les marketplaces, c'est que chacun a ses contraintes et chacun a envie de construire en fait une expérience utilisateur à l'intérieur de son app ou de son site qui est différent. Et nous, ce qu'on arrive à très bien faire chez MangoPay, du coup, c'est arriver à matcher ses besoins avec un système de paiement qui soit relativement flexible. Et donc, je pense que ces 3 exemples illustrent bien ce qu'on arrive à faire. En tout cas, on est hyper fiers de vous accompagner. Hier, j'entendais Bruno Le Maire ici qui disait qu'il voulait atteindre 10 décacornes d'ici 2030. Voilà, c'est super ambitieux. Donc vous allez, je pense, déjà essayer d'atteindre le statut de licorne avant de faire du décacorne. Mais en tout cas, vous avez de belles perspectives devant vous. Et moi, j'ai juste envie, pour conclure cette table ronde, de vous entendre peut-être sur un point hyper important pour vous à adresser dans les 12 prochains mois, hein, que ce soit pas forcément sur le paiement, mais quelque chose de vraiment ultra stratégique. Si vous aviez un point à tacler, on va dire, sur les 12 prochains mois, ce serait lequel, toi, Christophe? Alors j'en ai 3, donc du coup... Il faut en choisir un. Voilà. Je suis ternaire comme garçon, donc j'ai du mal à penser un. Je suis plus 3 que 1. Il faut savoir prioriser. Ouais, c'est vrai. Mais des fois, il faut savoir tout bonnet de front aussi. J'ai cité les 3 et puis l'ordre varie selon les moments. Dans les gros enjeux, il y a l'internationalisation. Aujourd'hui, on sait gérer l'Europe. Le gros enjeu pour nous, c'est fin d'année, début d'année prochaine d'être aux États-Unis. Ça, c'est un énorme sujet. Le deuxième sujet, là, ce qu'on traite vraiment en ce moment même, c'est qu'on fait aussi évoluer la nature de nos acheteurs. C'est-à-dire qu'on est dans un marché où c'est surtout du C, nos acheteurs. Et là, on est en train de passer avec des acheteurs qui sont du B, des fonds d'investissement, on monte nos propres fonds, etc. Donc, il y a une dimension très financière d'achat plus massif.
Et puis le troisième, c'est l'offre pour nous. Quand on a, imaginons demain qu'on ait Kylian Mbappé, Elon Musk et Kelly Jenner sur la plateforme, ça va un peu nous accélérer. Et je dirais qu'il y a un an, c'était même pas imaginable. Maintenant, peut-être même qu'on parle avec eux. Donc c'est aussi game changer que d'être capable de taper les plus gros talents de la planète. Ouais, effectivement. Je vous souhaite d'avoir Kylian sur la plateforme d'ici peu en tout cas. Idir, toi, si tu avais un point pour les 12 prochains mois. Nous, on a une tonne de challenges à relever. Si on devait retenir un point, pour moi, ça serait l'équipe. Je pense que lorsqu'on est sur un marché qui est profond, côté tracteur, on parle de plus de 30 milliards en Europe, et qu'on répond à un vrai besoin et sur lequel les gens sont prêts à payer, en fait, la réussite peut dépendre que de l'exécution, et l'exécution dépend de l'équipe. Donc pour nous, le gros challenge, c'est vraiment faire grossir l'équipe. Aujourd'hui, on est 50, on va passer très rapidement sur fin 2023 à 200 personnes et du coup s'assurer de recruter les bonnes personnes, s'assurer qu'elles sont à la bonne place et créer toutes les conditions qui feront que les équipes seront épanouies dans la boîte et restent dans la boîte, se sentent progresser et créer une culture qui fait qu'elles vont s'engager à 2000%, quoi. Pour moi, c'est vraiment le gros challenge lorsqu'on fait grossir une boîte et qu'on commence à avoir beaucoup de monde, c'est créer toutes ces conditions-là. Effectivement, on est un peu dans le même cas aussi chez MangoPay. J'en parlerai pour clôturer cette table ronde juste après. Et toi, Morgane? Nous, on a un challenge au global qu'on a commencé à adresser et qu'on doit continuer à adresser dans les années qui viennent, c'est l'échelle. On est sur un business où en fait, pour qu'effectivement il y ait une activité qui se développe, il faut une échelle importante, un volume important en termes d'utilisateurs, en termes d'offres, etc. Donc notre enjeu, c'est vraiment l'échelle. À commencer, donc on va continuer à se focaliser sur les 2 marchés sur lesquels on est présent sur très probablement les 18 mois qui viennent, avant de penser effectivement à partir un petit peu plus loin à l'international. Et donc l'échelle, on pense qu'on va l'atteindre en se focalisant vraiment sur 3 priorités. La première, c'est avoir la bonne stratégie marketing. On n'hésite pas à faire des choix un petit peu cavaliers parfois. On a commencé à faire de la publicité en télé depuis quelques mois. Il s'avère que ça marche très bien, mais ce n'était pas forcément évident. Tout ce qui est effectivement pilotage de l'offre, avoir la meilleure offre en termes de quantité, mais aussi de qualité, pour transformer un maximum de gens de parents vers un usage de la seconde main. Et puis le produit, avoir la meilleure plateforme du marché de façon absolument incontestable. On est en bonne voie sur ces 3 axes-là, mais on a encore effectivement du travail pour atteindre le prochain palier en termes d'échelle sur les années à venir. Super, écoute, merci. Je pense je vais faire une rapide conclusion et puis on va avoir un peu de temps si vous avez quelques questions pour moi ou pour nos interlocuteurs. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Hein. C'est toujours un plaisir d'entendre un retour d'expérience comme ça sur des business très différents. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris encore et c'est super intéressant. Un grand merci aussi à l'organisation et à Vivatech, avec qui aussi on a un partenariat pour toutes les marketplaces qui se lancent. Vous pourrez nous en parler sur notre stand, mais on offre les 50 premiers milliers d'euros de transactions si vous lancez votre projet avec MangoPay. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir une petite aide au départ. Et vous pouvez échanger avec nous sur le stand L06. On est vraiment à l'entrée à gauche. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et un grand merci à vous tous. Et si vous avez quelques questions pour nous, c'est le moment, n'hésitez pas. Oui, une question pour Royalties. C'est comment vous allez amener de la liquidité pour que le prix monte de vos tokens. Je ne sais pas si c'est un token d'ailleurs. Alors on apporte de la liquidité pour que ça puisse s'acheter et se vendre. Nous on fait ni monter ni descendre. Nous on est neutre. C'est-à-dire que il y a des moments ça va monter, il y a des moments ça va descendre. Ça va dépendre de l'actualité du talent, etc.
Et comment on fait? Quand on a commencé, on avait une filiale qui faisait de la liquidité. Donc si vous êtes familier un peu avec les marchés, on faisait du market making en toute transparence pour assurer de la liquidité sur des marchés qui l'étaient peu. Et c'est ce que font à peu près tous les acteurs dans l'univers dans lequel on est, hein, des Sorare, des Socios, etc. Enfin, tout le monde a commencé par faire du market making. Et ensuite, là, on est en train de mettre en place, donc ce sera opérationnel fin septembre, si tout va bien. De toute façon, il faut que ça soit en place en octobre, ça c'est sûr. Un liquidity pool. Alors, je sais pas si... En fait, c'est un outil qui a été développé beaucoup dans la DeFi. Et grosso modo, alors je vous la fais très courte, quand vous êtes sur un marché, quand vous vendez, vous avez un acheteur en face, et quand vous achetez, vous avez un vendeur en face. Et s'il n'y a pas d'acheteur et de vendeur qui viennent se mettre face à vous, il ne se passe rien. Donc ça marche très bien sur des marchés où il y a des volumes d'acheteurs et de vendeurs qui sont colossaux. C'est le NYSE, c'est le CAC, c'est des choses comme ça. Mais nous, on a déjà plus de 60 talents, 35 000 utilisateurs. Bon, c'est insuffisant pour assurer une bonne liquidité en termes de volumétrie. Donc du coup, quand vous mettez en place un liquidity pool, en fait, vous n'achetez plus à quelqu'un ou vous ne vendez plus à quelqu'un, vous achetez au liquidity pool ou vous vendez au liquidity pool. Et en fait, vous avez des systèmes d'algo qui fixent automatiquement le prix. Donc c'est ça qu'on met en place. Alors ça peut être... Nous, toute la journée, on fait des maths et du droit. Hein. C'est un peu de market le soir quand on a le temps. Donc c'est ça qu'on met en place. Et ça assure une liquidité parfaite du marché. Donc on met en place des outils un peu plus sophistiqués pour l'assurer. Oui, mais comment on peut donner de la valeur? Je ne sais pas, vous avez un jeune entrepreneur, comment vous donner de la valeur et faire monter le prix de... Alors ok, nous on ne fait pas monter les prix. Hein. Non, la liquidité du pool, il faut qu'elle monte pour une valeur. Pour tout à fait, alors ça c'est très juste. Alors je vais essayer de la faire courte. Le problème des mondes Web3, que ce soit des tokens ou des NFT, et d'ailleurs ça se voit depuis un mois, ça dégueule, c'est que 95% des tokens ou des NFT n'avaient aucune valeur. Ça valait zéro. C'était vraiment le plus... Ce qui se passe, c'est une chaîne de Ponzi. Vous achetez un truc qui vaut zéro, et il faut trouver un crétin qui achète 0 plus 1, le truc qui vaut 0, et qui lui-même trouve un crétin qui achète 1 plus 1, le truc suivant. Et comme il y avait beaucoup de liquidités, alors je ne vais pas vous faire tout le détail financier du truc, mais comme il y avait beaucoup de liquidités sur le marché, il y en a eu plein qui ont fait ça, et tout le monde s'est cru devenir riche hyper facilement en achetant n'importe quoi. Bon, forcément, au bout d'un moment, ça s'arrête, c'est tellement n'importe quoi que ça s'effondre. Donc ça fait 6 mois qu'on dit qu'il faut que ça se pète la gueule. Et quand le marché a fait moins 80 en crypto ce mois-ci, nous on a fait plus 25. Pourquoi on a fait plus 25 quand le reste du marché faisait moins 80? C'est qu'il y a une vraie valeur. Et la vraie valeur, c'est quoi? C'est qu'on paye un rendement sur le ROI. Alors il y en a deux, il y a les ROI et les NFT. Sur les ROI, on paye un rendement en fonction de la performance réelle du talent. Je vous donne un exemple. Nous, on va dire, vous achetez tel chanteur, on va vous donner 7% de rendement cette année s'il fait 10 millions de streams. Parce que les streams, c'est une data qui émule à peu près correctement ses revenus musicaux. Et bien, s'il fait 20 millions de streams, on va vous donner 14%. Et s'il fait 5 millions de streams, on vous donne 3,5% avec un cap et un floor. Et donc du coup, quand vous misez sur un talent, vous investissez sur un talent et qui cartonne, vous allez avoir un rendement de fou. Et ça, c'est génial. Et derrière, c'est un deuxième impact, c'est que quand vous avez un ROI qui vous fait du 10% de rendement, il y a plein de gens qui vont commencer à en acheter, parce que c'est mieux que d'aller sur un PEA ou sur un PE, les trucs livret A, un livret A, pardon. Et donc du coup, ça fait aussi bouger les cours, il y a plus d'acheteurs. Et puis par contre, à l'inverse, vous avez un talent et je sais pas, il a décidé de faire une année de partir en vacances, le rendement va s'effondrer et son cours avec. Mais c'est normal, c'est comme quand vous achetez une boîte, si vous achetez une mauvaise boîte, elle vaut 0, elle va aller vers 0. Vous achetez une super boîte, vous faites 100 fois la mise. Et un talent, c'est pareil, il n'y a pas de secret. Il faut prendre des gens qui sont successful, mais s'ils réussissent dans ce qu'ils font, vous allez le voir parce que concrètement, le rendement que vous allez avoir va fortement augmenter. Et c'est comme ça qu'on crée la valeur. Sur les NFT, c'est autre chose. Je vais reprendre l'exemple de la table du chef. Quand vous achetez le NFT, vous n'avez pas une jolie image et vous vous dites il faut qu'il y ait quelqu'un qui aime bien mon image et qui achète plus cher. Là, vous avez le droit d'aller manger
avec le chef dans sa cuisine, un truc incroyable et impossible à avoir. Bon, bah, ça a une valeur de dingue et il y a plein de gens sur la planète qui aimeraient bien l'avoir. Donc ça fait monter naturellement les prix. Donc à chaque fois, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée qui soit claire et forte. C'est pas parce qu'on fait de la blockchain que les règles de la finance et du monde sont abolies. Mettre en blockchain un truc qui vaut 0, ça continue de valoir 0. Voilà. Donc vous mettez de la valeur, et ben là par contre ça vous accélère sur d'autres sujets. Faut le voir comme un enabler de plein de choses. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu long et peut-être un peu technique, mais c'était important. Non, mais super, super intéressant. Merci Christophe. Peut-être une ou deux dernières questions. Je voudrais que vous abordiez les relations entre vos équipes techniques pour la mise en place et les équipes des plateformes, Ouais. ou bien les équipes en général, et comment ça fonctionne, Ouais. étant donné qu'on a vu 3 cas complètement différents, donc il y a sans doute des solutions un peu spécifiques au déploiement. Complètement. Nous, notre grosse force, c'est justement d'arriver à accompagner au mieux chaque business. Alors, maintenant, on est une boîte qui a presque 10 ans, donc on a du recul sur du coup les business models. Un business comme Bibs avec des workflows C2C, c'est quelque chose où on est très fort, on sait très bien le faire. Sur le B2B, on apprend aussi, on est bon, mais on apprend aussi avec du coup les plateformes comme Tractor et sur Royalties également. Ce qui est important, et ça je pense que vous pourrez en parler mieux que moi, c'est notre capacité à accompagner. On a vraiment une équipe, je pense, parmi les meilleurs de CSM qui sont là pour bien sûr comprendre notre technologie, notre API et savoir justement la transcrire chez nos clients par rapport à leur mécanique. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait en partenariat avec nos clients quand ils décident de nous choisir. Donc il y a un gros travail de workshop autour de la compréhension du business model, autour des enjeux réglementaires et comment on va construire ça avec nos clients. Parce que la brique paiement, elle est au centre de la plateforme. C'est quelque chose qui est constitutive au final de la plateforme. Donc ça va vraiment être réfléchi. Et donc c'est tout en fait le travail qu'on fait avec nos clients sur cette conception et comment on va intégrer MangoPay et notre solution qui est hyper flexible. Donc on peut faire énormément de choses, mais l'intérêt c'est de matcher les workflows de nos clients et les besoins qu'ils ont par rapport à leur business model et au fonctionnement interne. Donc je ne sais pas si quelqu'un peut décrire un peu ce processus-là, comment on a travaillé ensemble avec nos équipes CSM, peut-être toi Morgane ou Winnie. En gros, nous, il y a une particularité qui je pense, n'est pas un acquis en fonction des solutions de paiement vers lesquelles on se tourne. Il y a une particularité, c'est qu'on a globalement, déjà au départ, toujours eu quelqu'un avec qui parler et ensuite un accompagnement qui s'est structuré sur différentes composantes. Sur la partie technique, donc mon associé qui est en charge de la partie technique a été en contact hyper régulier avec une personne qui est en charge des sujets techniques chez MangoPay dans le cadre de la migration qu'on a effectuée. Donc ça nous a aidé, clairement. Et ensuite, sur la partie opérationnelle et commerciale, on a également un accompagnement, un suivi qui nous permet de notre côté d'assurer que finalement toutes les composantes, tous les aspects qui vont être liés au paiement, si jamais il y a une problématique qui se pose, si jamais il y a des questions qui se posent, si jamais il y a des nouveaux projets qui apparaissent qu'on souhaite développer, globalement, on a toujours effectivement des points de contact et un accompagnement qui nous permettent d'avancer. Ça nous permet de continuer à cultiver cette vélocité que je mentionnais tout à l'heure et qui nous permet finalement d'avancer plus vite. Nous, en tout cas, en tant que plateforme C2C, ça nous permet d'avancer plus vite avec MangoPay que ça n'était le cas avec notre solution précédente, par exemple. Ma réponse en général, on a 2 interlocuteurs chez MangoPay. Donc un qui est plutôt sur la partie business, gestion des flux et plus CSM, comme on le disait. Et un interlocuteur un peu plus technique lorsqu'il s'agit de parler d'API et de tech. Et après, on avait fait un travail aussi spécifique lorsqu'on avait changé de modèle économique. On a travaillé beaucoup plus loin avec les équipes de MangoPay, notamment leurs équipes juridiques, pour valider notre schéma d'encaissement et de s'affranchir de certaines contraintes d'encaissement pour compte de tiers par rapport à la spécificité de notre modèle. Donc il y avait une forme de flexibilité pour pas se dire on applique les règles de l'encaissement pour compte de tiers de manière bête et méchante, mais adapter la démarche par rapport aux spécificités du client et de ses flux.
Effectivement, il y a ce sujet technique, il y a les workflows très business, et puis il y a le sujet dont je parlais tout à l'heure, le sujet plus légal and compliance. Une toute dernière question, éventuellement, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait... Ok. Bonjour. Merci pour votre partage. Vous parliez de Moi, j'ai une question vis-à-vis de la satisfaction des utilisateurs. Comment vous évaluez cette satisfaction utilisateur sur la brique de paiement? Morgan, vous parliez de briques que vous activiez ou désactiviez. Est-ce que vous utilisez des outils d'analytics qui permettent de déterminer tel mode de paiement est plus populaire ou non? Voilà, histoire d'avoir un peu plus d'insight vis-à-vis de ça. Bien sûr, alors effectivement, comme je le disais, nous on est sur une activité où on est plutôt caractérisé par des volumes d'utilisateurs qui sont élevés. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur la plateforme. Il y a une grande quantité d'informations, une grande quantité de points de données qui en fait se créent chaque jour. Et donc nous, tout notre enjeu, effectivement, sur un business de volume comme celui-là, ça a été de comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe, effectivement, qu'est-ce qui fonctionne moins. Donc typiquement sur le paiement, mais de manière générale sur tout ce qu'on a sur la plateforme, on analyse effectivement beaucoup de choses qui se passent, notamment quand c'est très lié à des problématiques qu'on va appeler de conversion, à savoir est-ce que, si on parle de logistique, est-ce que tel mode de livraison va mieux convertir qu'un autre mode de livraison? Et c'est pareil sur le paiement. Et donc on essaie de mesurer deux choses. C'est si on compare les modes de paiement entre eux, est-ce qu'il y en a qui convertissent mieux que les autres? Et donc ça veut dire qu'en gros ils sont plus pertinents, ils sont jugés plus pertinents par nos utilisateurs. Et deuxièmement, est-ce que certains aussi viennent apporter ce qu'on va appeler de l'incrémentalité? Donc concrètement, des transactions qui vont avoir lieu et qui n'auraient pas eu lieu si ce mode de paiement n'avait pas existé. Donc typiquement, quand je parlais tout à l'heure du paiement en plusieurs fois sur les achats qui coûtent cher, sur des montants élevés, ça a apporté de l'incrémentalité. Donc ça permet à des gens, à des utilisateurs de la plateforme, donc à des parents, d'acheter des articles pour leurs enfants qu'ils n'auraient peut-être pas pu acheter s'ils avaient dû les payer en une seule fois. Donc c'est vraiment ça qu'on mesure, et sur les outils qu'on utilise, on a à la fois la capacité de requêter nos bases de données en SQL de façon assez classique, et on a aussi des outils d'analytics produits qu'on utilise, comme par exemple Mixpanel qui est branché à un autre outil qui s'appelle Segment, qui envoie donc tous les événements en fait qui ont lieu sur notre plateforme vers Mixpanel, qui nous permet d'analyser effectivement tout simplement les comportements de nos utilisateurs de façon massifiée, et effectivement est-ce qu'on constate que certains chemins tout simplement fonctionnent un petit peu mieux que d'autres. Et encore une fois, on a après nous nos équipes en interne qui interviennent sur des sujets très précis, typiquement un sujet 3DS2 où il va y avoir un travail qui va être assez granulaire pour essayer de maximiser les taux de conversion de 3DS2, ou sur la sélection des moyens de paiement pour un nouveau pays, parce qu'on a du recul et on a de la data aussi sur savoir qu'est-ce qui marche, comment bien implémenter les moyens de paiement locaux. Donc après, c'est vrai que c'est aussi un échange aussi avec nos clients pour arriver à encore une fois arriver à les faire grandir sur différents domaines. Donc effectivement, c'est une très bonne question, et c'est un peu au cœur des enjeux de nos clients. En tout cas, merci à vous trois. J'espère que merci beaucoup. Merci à vous. vous avez passé un bon moment. Et merci à vous.